Bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle séance de lecture. Alors, il est pas du tout 16h50. Écoutez, aujourd'hui, on a eu un petit décalage dans le live. Oui, parce qu'il est 16h50 et pourtant, ça fait déjà 5h12 que je suis en live. Donc, en vrai, le live va pas commencer si en retard que ça aujourd'hui. J'aurais pu commencer la lecture beaucoup plus tôt. Mais on a eu plein de débats, on a fait du React, etc. Donc on a parlé plein de choses. Mais là, ça y est, on s'est enfin lancé dans la lecture. On va se faire une petite VOD de lecture. Donc petite fougère de YouTube, bienvenue. J'espère que tu passeras un bon moment sur cette VOD. Nous sommes toujours sur la lecture de La Société Ingouvernable de Grégoire Chamaillou. Je vous le rappelle comme à chaque fois, bien entendu, que si vous voulez poser des questions et laisser des commentaires sur les vidéos YouTube, parce que quelque chose vous fait réagir, parce que vous avez un élément qui fait écho, etc., vous êtes bien évidemment le bienvenu, la bienvenue pour le faire. N'hésitez absolument pas. On est là pour digresser, je le répéterai jamais assez, mais le but de la chaîne, c'est de faire justement de la vulgarisation et donc de vous transmettre un certain nombre de notions, de travaux issus du monde, on va dire, des sciences humaines et sociales. Donc, si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas, si peu importe quoi, vous avez besoin de faire un retour, vous êtes bien évidemment légitime à le faire, à remettre en question, à poser la question, à écruser le truc avec nous, etc. C'est fait pour. Voilà. On est donc au chapitre numéro 2, et rien que le titre va vous agacer, puisque le titre s'appelle... Chapitre 2, ressources humaines. Vous sentez qu'on va être sur un bon move là. Là, vous sentez que ça va être un chapitre qui va nous mettre en joie. Le caractère étranger du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres, le travail est fui comme la peste. Marx. Voilà, petite citation, comme assez régulièrement, il y a des citations. Donc voilà. Je suis une ressource fossile. Peut-être. Dans les années 1950, des intellectuels conservateurs avaient cru pouvoir annoncer la fin de l'idéologie. Déjà, et l'extinction de la lutte des classes avec elle. Le travailleur américain, assuré en 1956, Daniel Bell, a été domestiqué. Non pas, certes, par les moyens que Marx critiquait en son temps, ni par la paupérisation, ni par la discipline de la machine, mais par la société de consommation. Par la possibilité d'une vie meilleure que lui procure ses revenus, le second salaire lié au travail de son épouse, ainsi que les facilités de crédit. Même quand il souffre de ses conditions de travail, le travailleur ne se tourne pas vers l'action militante, mais vers des fantasmes d'évasion. Devenir propriétaire d'un atelier de réparation, d'une ferme à dindons, d'une station d'essence, d'un petit business bien à soi. Tout était calme. Et puis, patatras. D'abord, on est abasourdi, on n'y comprend rien. Il faut se figurer l'immense et douloureuse surprise qu'ont représenté les mouvements des années 60 pour ceux qui croyaient dur comme fer au dépérissement de la conflictualité sociale dans cette société de consommation. Certains, révoltés par la révolte, accusent les troublions d'ingratitude. Un vice-président de General Motors, Earl Brambett, déplore l'insistance des jeunes travailleurs à arracher encore plus d'avantages et d'améliorations et pense qu'il ferait mieux, plutôt, de se montrer plutôt reconnaissants pour ce qu'ils ont. Mais que veulent-ils donc encore ? Là était le scandale. Comment peuvent-ils encore se révolter ? Là était le mystère. On cherchait des explications, on bricolait des théories, des étiologies de la révolte. Cette agitation se comprenait d'abord comme un fait générationnel. Les nouveaux travailleurs, plus jeunes, plus impatients, moins homogènes, s'affirment davantage racialement et sont moins facilement manipulables. Ils apportent dans l'usine des perspectives nouvelles de la jeunesse américaine des années 70. Et bonjour Lex, j'espère que tu vas bien. Je venais pour ma dose de Lordon hebdomadaire. Non, je suis désolé, on n'est pas sur de Lordon, on a fini. Là, on est sur Grégoire Chamaillou. Par contre, t'as raté des choses incroyables aujourd'hui. T'as raté vraiment des moments incroyables. On était bien, on avait bonne ambiance. Vraiment, aujourd'hui, c'était fun. On a eu 2 bans. D'ailleurs, du coup, la VOD YouTube l'aura aussi. J'ai ban un trou de balle parce qu'il était en train de se comporter comme un zététicien de l'enfer. Et il m'a envoyé un stream
Et il m'a envoyé pendant le stream un mail avec un calcul pour me prouver qu'il n'était pas zététicien et que j'avais mal fait de le ban. C'est du caviar, quoi. Vraiment, c'est bon, ça. Donc du coup, voilà, je me suis un petit peu agacé, mais c'était rigolo. Franchement, j'ai quand même beaucoup rigolé. Je vous avoue que ça m'a fait rigoler. Non, mais aujourd'hui, franchement, c'était bien. C'était bonne ambiance. On a regardé le portrait sur Mitterrand. On a vu les meilleurs moves du monde. Donc Mitterrand n'est pas d'extrême droite parce que tu comprends que en fait, il avait rejoint des partis qui n'étaient pas d'extrême droite parce qu'ils n'étaient pas antisémites. Tu comprends, l'extrême droite, c'est que les antisémites. Si tu n'es que raciste et que suprémaciste et que nationaliste, tu n'es pas fasciste. C'est pas pareil. T'es pas extrême droite. Non, on a beaucoup rigolé. Franchement, voilà, c'était... Non, c'était bonne ambiance, hein, c'était bonne ambiance. Donc non, c'était incroyable aujourd'hui. On a passé un bon moment. Les zététiciens, c'est un courant de pensée, on va dire, qui est un peu discutable. Parce que en gros, c'est l'idée que des gens qui ne sont pas du tout issus du milieu scientifique vont essayer d'appliquer ce qu'ils comprennent de la méthode scientifique pour analyser le réel et remettre en question et faire preuve de recul critique, etc. Le problème, c'est que la zététique est éminemment discutable pour une simple raison, c'est qu'elle est énormément biaisée. Déjà parce que la plupart des gens qui font preuve de zététique ne comprennent pas ce que c'est que le fonctionnement en fait, de la recherche. Donc du coup, vouloir appliquer ce qu'ils en comprennent est hautement discutable parce qu'en fait, ils ont une méthode qui n'est pas du tout adaptée. Et en plus de ça, très généralement, ce sont des personnes issues d'un certain nombre de catégories à l'avantage, qui n'ont absolument aucune conscience des rapports de force dans la société et qui ne se rendent pas compte que leur position est extrêmement discutable, qu'ils ont des retours extrêmement discutables parce que tout simplement ce ne sont pas des personnes concernées, qui ne vivent pas un certain nombre d'oppressions, etc. et qui du coup ne voient pas que leur petit fonctionnement zététique en fait sert surtout à justifier une position de domination que ces personnes ont très régulièrement. Et donc vraiment c'est quand même assez foireux, quoi. C'est assez triste. Ça vient de la zététique qui, pour faire court, à la base est une façon de mettre en place des protocoles pour étudier le paranormal et à partir de là se développent des méthodes pour appliquer l'esprit critique au quotidien. Oui, sur le principe c'est censé être ça et dans les faits, bah, voilà, c'est un petit souci. Ce sont des Jean-Claude Van Damme de la pensée critique involontairement drôles. Ouais, après, parfois ils sont quand même malheureusement pas involontairement drôles mais dangereux et posent problème, c'est aussi le souci. Parce que, en fait, encore une fois, là-dessus, bah, comme on est dans une société qui a plein de problèmes à dans plein de niveaux, au niveau des oppressions, etc., on se retrouve avec des gens qui vont tout simplement faire des conseils qui sont extrêmement dangereux, qui vont répandre des idéologies qui sont extrêmement dangereuses, et vraiment, c'est effroyable, quoi, en fait. Et là, notamment, ces dernières années, globalement, le milieu zététique est extrêmement fort dans le fait de mettre en avant et de renforcer l'extrême droite, et c'est super grave. C'est super grave. Donc bon. Ils n'arrivent pas à analyser scientifiquement les choses car ils ne sont pas oppressés. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est que ces personnes essayent d'appliquer ce qu'elles pensent comprendre du milieu et des fonctionnements scientifiques. Et que déjà ça, c'est une erreur. Parce que globalement, c'est pas ce qu'ils appliquent. Ils appliquent pas une analyse scientifique, justement. Ils estiment que c'est comme ça que fonctionnent les scientifiques, sauf que c'est pas le cas. Et ça, déjà, c'est une première erreur, hein, parce que concrètement, il y a un présupposé qui est éclaté au sol, du coup, puisqu'ils pensent faire comme les scientifiques, sauf qu'ils ne le font pas. Et derrière, ils viennent appliquer donc ces jugements qui sont donc foireux sur un certain nombre de choses, de la vie quotidienne, d'un peu tout et n'importe quoi, sauf que c'est des choses où il n'y a pas de pertinence en fait, parce que ce ne sont pas des personnes oppressées. Quand vous avez par exemple des mecs blancs qui viennent vous expliquer que les milieux LGBT devraient la fermer parce que concrètement ça va, ils ont des droits par rapport à telle loi, machin truc, ils comprennent pas que c'est faux en fait, parce qu'ils viennent appliquer leur truc très très bas de plafond, de dire ah mais attends, je regarde, est-ce que la loi garantit ça? La loi garantit ça, donc c'est bon, c'est validé, c'est fait. Sauf que la loi, entre ce qui est fait, ce qui est écrit, ce qui est appliqué, il y a une grande différence, parce qu'à côté, tu te rends compte que dans l'application, déjà, il y a un gros problème, mais qu'en fait, les milieux ne permettent pas d'utiliser cette fameuse loi, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'à plein de niveaux, il y a des problèmes parce que ces personnes-là ne sont pas concernées et l'ouvrent sur des sujets où, du coup, comme elles ne sont pas concernées, ils ne sont pas pertinents. C'est ça le souci. Et globalement parce que ce sont des personnes qui sont en situation d'avantage. Parce que ce sont des situations en fait ces personnes là globalement sont tout le temps mis en avant pour tout et n'importe quoi.
Et du coup l'ouvre sur plein de sujets où c'est pas les personnes qui devraient l'ouvrir quoi. C'est juste pas les personnes qui devraient l'ouvrir. Ils sortent d'une discipline pour reproduire de vieilles tares du vieux monde. Là c'est la Z, mais ils pourraient prendre la philo, et ils le font d'ailleurs, l'économie, les médias, la politique, etc. Et ils le font tout le temps. Vous avez un certain nombre de personnes qui vont avoir exactement ce genre d'approche, et c'est vraiment infernal quoi. Oui, enfin, encore une fois, c'est surtout que leur vision de méthode scientifique est éclatée, parce qu'ils savent pas ce que c'est et qu'ils méprisent notamment les sciences humaines et sociales. Un gros problème aussi des zététiciens, c'est qu'ils ont tendance à faire partie de toute cette école de personnes très à l'avantage qui estiment qu'il y a la vraie science, la science par exemple comme la physique, etc. Et que par exemple, tout ce qui va être les recherches en psychologie n'existe pas, ou sont de la merde. Voilà, concrètement. Et ça, déjà, c'est une erreur. Ce sont des milieux scientifiques l'un comme l'autre. Et si du coup, tu te permets de juger parce que toi, moralement, t'as l'impression que ça correspond à la science et ça, non, alors qu'en fait, t'es pas scientifique, t'y bosses pas, tu sais pas ce que c'est, ça pose un gros problème. Quelqu'un de pas concerné pourrait appliquer correctement la science et avoir raison. Oui, mais le problème, c'est qu'ils appliquent pas la science, d'une part. D'une première grosse part, ils appliquent pas la science. Et dans un deuxième registre, surtout, c'est que ils l'ouvrent pour faire des positions idéologiques dans des endroits où c'est pas pertinent. Et parce qu'ils sont pas concernés, du coup, comme c'est une position idéologique dans un truc pas pertinent, ils ont des avis qui sont éclatés au sol. Mais sur le papier, oui, tu peux avoir un avis pertinent en appliquant les sciences, oui, en soi, et sans être concerné directement, parce que tu peux par exemple reprendre la parole, les travaux faits par tout un tas de personnes qui, en l'occurrence, sont concernées et ont produit du contenu scientifique. Tu peux participer à ça, tu peux aider ces personnes-là, etc. Enfin, il y a plein de manières où tu peux être dans le bon, on va dire. Mais le problème, c'est que une des croyances que par exemple ces personnes ont, et qui montre à quel point elles ne connaissent pas la science, très souvent, les zététiciens estiment que la science, c'est neutre et solide. Et ça, déjà, c'est une erreur fondamentale. La science n'est pas neutre, elle n'est pas la vérité, en fait. La science ne sert pas à montrer ce qui est vrai. La science sert à montrer ce qui n'est pas vrai. Et c'est pas pareil. Parce qu'on montre que ça, c'est faux, ça veut pas dire qu'on dit que tel truc est vrai. On dit juste que ça, c'est faux. Et ça sert juste à ça, la science. La science ne sert qu'à une seule chose, c'est venir montrer si ça tient la route ou pas. Si ça tient pas la route, on le met de côté, point. Et à défaut de ne pas réussir à mettre en doute, à ne pas casser quelque chose, on dit que, a priori, au vu de nos connaissances actuelles, c'est ce qui se rapproche peut-être le plus de la vérité. Mais on n'est pas là pour faire un truc solide. Le travail de la science, fondamentalement, c'est de tout le temps remettre en question ce qu'on produit. Systématiquement, tout le temps. On vient essayer de casser ce qu'on produit. Or, c'est pas ce que font les zététiciens. Les zététiciens viennent te dire, alors ça c'est la science et c'est comme ça, donc c'est vrai. Et ensuite, la science est vue comme neutre par ces gens-là, alors que la science n'est pas neutre. La science est constitutive de biais, parce que les gens qui produisent du contenu scientifique sont biaisés. Nous avons des outils qui nous permettent de voir certaines choses, mais qui ne nous permettent pas de voir d'autres choses. Donc le contenu qu'on produit va forcément être aussi biaisé. Et ça, c'est un truc que ces gens-là ne comprennent pas, parce qu'encore une fois, généralement, ces personnes-là ne font pas de la science, et même quand elles font de la science, ne savent pas vraiment finalement comment ça marche, ce qui est un peu triste, évidemment. Mais bon, bref. La zététique en soi n'est pas une mauvaise méthode, perso la chaîne de hygiène mentale m'a beaucoup plu, mais quand on dit zététicien, on ne parle pas de quelqu'un qui applique très correctement les principes zététiques, on parle surtout de gens qui s'auto-proclament très compétents pour le faire et s'en servent pour valoriser leur opinion, souvent beaucoup moins fondées qu'elles ne le sont vraiment. Tout à fait, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce que dit Sandwich. Sur le papier, la zététique n'est pas forcément quelque chose qui intrinsèquement est mauvais. Je pense pas. Sauf qu'il y a des rapports de force, sauf qu'il y a plein de trucs qui rentrent en compte et que ça c'est pas justement pris en compte. Et ce qui fait que quand on désigne effectivement les zététiciens, on parle de ces personnes qui globalement sont des mecs blancs, cis, hétéros, valides, qui font preuve d'énormément de psychophobie, d'énormément de validisme, énormément de racisme à plein de niveaux, etc. Et qui utilisent la zététique pour justifier leur positionnement et dire non mais nous on est neutres. Alors qu'en fait non, ils ne sont pas des gens qui sont neutres. Je rattrape un petit peu. La plupart des gens non concernés font ça très mal, oui, pour plein de raisons assez logiques, notamment des biais typiques de la privilège, tout à fait. La physique c'est de la merde, ils font que des arrondis car sinon c'est trop dur, il y a que les maths de vrai. Non, je vais te défoncer, Gentle. Ça devient absurde, on se retrouve par exemple avec des aides qui viennent expliquer à des féministes ce qu'elles vivent et pourquoi leur militantisme n'est pas bon alors qu'elles n'ont aucune compétence et expérience de ces problématiques. Oui. Donc le fait de ne pas être concerné n'a rien à voir avec le fait de correctement utiliser la méthode scientifique ou non. Non, en soi, tu peux très bien utiliser une bonne méthode scientifique sans être concerné par un sujet directement. Le problème, en fait, c'est que très régulièrement, les personnes qui ne sont pas concernées n'ont pas conscience des biais qui découlent du fait de ne pas être concerné. On va prendre un truc con, mais tu vas te retrouver par exemple avec un... Je vais prendre un exemple concret que je connais. T'as un mec...
convaincu qu'il est la grosse rationalité, qu'il est pertinent dans ce qu'il dit, qui va venir voir une meuf et qui va lui dire alors en fait ton corps de meuf il fonctionne comme ça et du coup il faut que tu fasses ça et ça et ça. Et la meuf va lui répondre très gentiment bah non, c'est pas comme ça que mon corps fonctionne, je vis avec depuis 30 ans, je sais que non, c'est pas comme ça. Et le mec va lui dire bah si moi je sais parce que j'ai connu plein de femmes et que c'est comme ça que ça marche. Voilà, là le problème c'est qu'en fait cette personne va appliquer une expérience qui n'est pas la sienne à quelqu'un qui n'est pas lui pour lui dire des trucs qui du coup ne sont pas pertinents. Et lui imposer ça comme étant la vérité vraie. Et c'est un problème. J'ai rien compris. Bah, en gros, la personne vient pour l'ouvrir sur un sujet où elle n'est pas maîtrisée, où elle n'est pas concernée et qu'elle ne voit pas en quoi est-ce qu'elle ne comprend pas et en quoi elle n'est pas pertinente parce que justement elle n'est pas concernée. Un mec qui vient te dire qu'il comprend mieux ton corps de meuf qu'une meuf, c'est un problème. C'est pas concret ça. Ah si c'était très concret l'exemple. Pour être tout à fait précis, c'est une meuf qui disait qu'elle avait mal parce qu'elle avait ses règles et que le Jean Billy lui dit mais si t'as mal aux règles c'est pas normal et du coup tu devrais aller voir un médecin ceci cela. Ce à quoi la meuf lui a très gentiment répondu alors non c'est juste des règles et ça fait mal, je le sais parce que je vis avec mes règles depuis 30 ans que c'est pas des règles particulièrement plus douloureuses que d'autres, c'est juste que là bah j'ai mal, ça c'est le principe des règles quoi, des fois ça arrive. Et du coup ça commence à être saoulé. Ça commence à être saoulant à ce moment-là. Parce que du coup, bah, tu te rends compte que le mec va continuer là-dessus alors que c'est éclaté. Bah non, ce mec est pas scientifique, mais il dit que selon lui, il applique des principes scientifiques. C'est ça le souci. Voilà, il part du principe que il a vu des études qui disent que Jean Billy, le tel docteur, tel chercheur a fait ça, et voilà. Ouais. Bref, moi je vais continuer la lecture. M'en voulez point. Les modos, vous êtes modos, faites ce que vous voulez. Si vous pensez qu'il y a peut-être des soucis, je vous laisse réguler. Je reprends la lecture. Mais encore, des psychologues fournissaient leur contribution aux réflexions en cours. L'homme, une fois ses besoins primaires satisfaits, ne s'en tient pas là. L'estomac étant rassasié, c'est au tour de l'esprit de crier famine, expliquait Abraham Maslow, armé de son fameux schéma de la pyramide des besoins. Au-delà du salaire ou de la carrière, les nouvelles générations aspirent à autre chose, à des rapports humains plus intenses, ce dont témoignent, lit-on dans la Harvard Business Review, les expérimentations de vie auxquelles on se livre en se regroupant dans des communes. De même, les attentes des travailleurs s'étoffent, prennent une dimension plus qualitative. Ils exigent de leur emploi mieux qu'un revenu. Des relations interpersonnelles, un contenu, un sens. Passage à un état d'esprit post-matérialiste. Il est clair que plus une telle subjectivité va s'affirmer, moins elle va tolérer d'être soumise à un travail aliénant. Max Weber avait prévenu. Le système capitaliste a besoin de ce dévouement à la vocation de gagner de l'argent, de cet esprit étrange qui veut qu'un être humain puisse choisir pour tâche, pour but unique d'une vie, l'idée de descendre dans la tombe chargée d'or et de richesses. Que d'autres appétences prennent le dessus et l'éthique du travail en prend un coup. Qui veut travailler, titre Newsweek en mars 1973, la réponse était dans la question. Dans cette analyse, c'est la relative prospérité matérielle, celle-là même dont Bell assurait qu'elle avait scellé un consentement durable à l'exploitation salariée, qui est identifiée comme la source de nouvelles dissensions. S'opère alors un basculement dans la théorie de la révolte. Pourquoi s'insurge-t-on ? On le disait par nécessité. On va dire parce qu'on en a le luxe. L'usine est l'un des sites où le télescopage entre les nouvelles aspirations et les anciennes structures est le plus brutal. Or, attention, car une organisation du travail anachronique peut créer un cocktail explosif et pathogène. Dans certains cas, fait savoir le professeur de gestion Richard Walton, l'aliénation s'exprime par un retrait passif. Retard, absentéisme, aliénation... Non, j'ai raté, excusez-moi. Et merci beaucoup pour le follow au passage, et bienvenue. Je reprends la phrase parce que je l'ai mal lu. L'aliénation s'exprime par un retrait passif. Retard, absentéisme, turnover, inattention au travail. Dans d'autres, par des attaques actives, chapardage, sabotage, malveillance, agression, alerte à la bombe et autres désordres au travail. Or, ces formes de violence sont en train de se multiplier dans les usines. Le danger est alors politique. Le travailleur risque de déplacer sa frustration en participant à des mouvements sociaux, politiques radicaux. Bon, là je reviens un petit peu sur le passage, je me permets. Donc du coup, concrètement,
Ce que ça dit, là, le passage, c'est que les patrons, les penseurs de l'époque, plutôt conservateurs évidemment, comprennent pas pourquoi est-ce que les gens se rebellent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils se disaient, bon, les gens se rebellent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Donc là, d'un coup, ils ont à manger. Bah pourquoi est-ce qu'ils se rebellent? C'est pas normal. On leur a donné un salaire, on leur a donné le luxe. Pourquoi est-ce que ces cons, ils viennent se rebeller? Parce qu'ils comprennent pas qu'en fait, malheureusement, triste, hein, en leur donnant justement ces moyens de subvenir à leurs besoins, et les gens peuvent avoir un peu plus de temps, un peu plus de ressources pour se rendre compte et pouvoir penser et problématiser le fait que cette société est éclatée. Que travailler tout le temps pour générer du pognon, et du pognon que généralement tu ne touches pas, qui est plutôt le pognon qui va dans, tout simplement dans les poches des patrons, des politiques, etc., en fait ça leur va pas du tout. On est en train de absolument pas faire une société pour les gens, on est en train de faire une société pour les bourgeois. Et ça, les gens, ils aiment pas trop, étonnamment. Ils veulent des vraies conditions de travail propres, ils veulent même limiter le travail, tout simplement, et relativement rapidement. Et donc, du coup, ça commence à partir en cacahuète à ce moment-là. Et les penseurs conservateurs, les patrons sont obligés d'essayer de trouver une nouvelle méthode, d'essayer de remettre en question leur modèle, parce que, encore une fois, ce sont des gens qui estiment que finalement, le travailleur, c'est un peu un gland, il est un peu con, donc normalement, tu le nourris et puis il arrête. Ils ont vraiment une vision en fait du peuple en général qui est complètement éclatée, qui est très 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 incomplète, et ce qui est pas très étonnant au final parce que ils comprennent pas, parce qu'ils ne le vivent pas, comme on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, comme ils ne le vivent pas, comme ils ne savent pas ce que c'est concrètement que d'être un travailleur payé au SMIC, qui travaille à l'usine, etc. Ils ne comprennent pas ce que vivent ces gens-là, et pour eux ils sont en train de se dire mais pourtant la vie elle est pas mal, pourquoi est-ce que les gens se rebellent alors qu'ils ont un salaire? Donc là, tout simplement, il y a ce petit basculement qui se fait au fur et à mesure des années avec l'élite bourgeoise qui commence à se dire mais c'est pas normal que les gens se rebellent, on ne comprend pas, et qui essaie de comprendre ce qu'ils ne voient pas jusqu'à présent. Est-ce que ça vous va ou pas? Est-ce que je peux continuer? N'hésitez pas à me donner des retours quand vous voulez que j'explique un peu plus, quand je revienne un peu plus sur certains passages. Encore une fois, moi je ne sais pas forcément ce qui pour vous est simple, facile, accessible ou pas. Donc n'hésitez pas à me donner un petit retour. Je continue. Toute la rédac de franc-tireur dans le move. Mais oui, mais parce que c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ça ne change pas malheureusement de génération en génération, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. En écho à la grève de Lord Stone, la question de la qualité de vie au travail devient centrale. Pour un temps, dans le débat public américain. En 72, reprenant la terminologie du jeune Marx, la Harvard Business Review s'interroge. Que faire contre l'aliénation à l'usine? Et le Congrès la même année organise des auditions sénatoriales sur l'aliénation au travail. Mais si l'aliénation est problématique, c'est avant tout pour des raisons économiques, du fait que c'est retombées négatives sur la productivité. S'il y a une leçon à tirer de l'épisode de Lord Stone, c'est que l'on a trop négligé l'interaction entre les ressources humaines et le capital, la technologie. Quel est en effet l'intérêt d'avoir une chaîne de montage parfaitement efficiente si ces travailleurs se mettent en grève ? En raison de l'oppression et de la déshumanisation qu'ils éprouvent en travaillant sur cette chaîne pourtant parfaite. Si vous pouviez recommencer votre vie professionnelle à zéro, choisisseriez-vous... je vais y arriver. Excusez-moi. Choisiriez-vous à nouveau le même emploi que celui que vous occupez actuellement? À cette question, au milieu des années 1960, 93 des professeurs d'université et 82% des journalistes interrogés répondaient oui, mais... Seulement 31% des travailleurs du textile, 16% des ouvriers spécialisés de l'automobile. À croire qu'il y a peut-être des positions d'emploi bourgeois qui sont plus agréables que des positions de travailleuses prolo. Peut-être. Bizarre. Et d'ailleurs là-dessus, on peut faire un écho aussi très contemporain. Je pense à tous ces politiques qui viennent vous dire « Oui, mais tous ces gens qui font la grève, qui veulent la retraite, mais moi, regardez, j'ai 62 ans, parlementaire, et je suis très content de continuer à travailler !» Bravo Billy, bravo connard. Sauf que toi, t'es pas à l'usine. Sauf que toi, t'es pas en train de lever des packs d'eau toute la journée à la caisse. Sauf que toi, en fait, t'es pas en train de te défoncer la santé constamment. Toi, t'es dans un petit bureau, t'as même du personnel pour te faire le café la moitié du temps. T'es payé même pas au SMIC, t'es payé bien au-dessus. T'as tout un tas d'avantages. Bien sûr que tu peux continuer à travailler à 62 ans et même au-delà. Ta vie est tellement confortable, espèce de connard. C'est incroyable. Comme quoi, à travers les années, ça change pas. Hein. C'est ouf, hein.
Et grand patron dans une grande entreprise n'est pas un vrai métier au passage. Oui, c'est pour ça que là j'ai ciblé particulièrement un député. Il y a un député qui avait sorti ça il n'y a pas si longtemps que ça en vrai. Bon, il y a peut-être 6 mois, 1 an maintenant. Mais il avait sorti un truc comme ça en mode... Enfin, les gens veulent la retraite toujours plus tôt, mais regardez-moi. Et le mec il a genre 60 ans, etc. Il te dit mais moi je suis si bien. Putain, qu'il aille bosser même 2 semaines en usine, le vieux de 60 ans là, député, tu vas voir qu'il va changer son avis peut-être. Hein. Moi je propose les parlementaires, on le fait tester le métier d'éboueur, qu'ils comprennent pourquoi c'est considéré dans les boulots les plus dangereux. Oui. Oh oui. Oh il y avait aussi, il y en avait eu un autre qui m'a fait mourir de rire, qui montre à quel point ils connaissent pas le monde du travail d'ailleurs au passage. Ah mais regardez la pénibilité au travail, maintenant ils ont des exosquelettes, ils devraient arrêter de se plaindre. Vous avez des exosquelettes vous au travail? Vous avez des exosquelettes quand vous levez des packs et compagnie d'eau, des trucs qui pèsent le poids d'un âne mort. Vous avez des exosquelettes avec vous, tranquillou? Vraiment? Parce que, personnellement, hein, vous allez voir, c'est rigolo, mais en tant que psy du travail, j'ai fait énormément d'interventions en entreprise, et particulièrement en entreprise, notamment de tout ce qui est la grande distribution, alimentaire et non alimentaire. Je n'ai strictement jamais vu un seul exosquelette. Jamais. J'ai même très régulièrement vu tout un tas de manquements au pourtant minimum légal qui sont déjà étonnamment pas du tout réglo et pas du tout bien. Hein. Le minimum légal est déjà du foutage de gueule, mais bon, bref. Et même ça, c'est pas respecté. Alors, des exosquelettes, PTDR, hein, vraiment... Je sais pas où ils sont, mais ils sont bien cachés. Hein. Vraiment, ils sont très très bien cachés. Hein. Non mais voilà, c'est ça. Juste 1 mois, sans même aller leur faire travailler des trucs de manutencier. Hein. Tu les fais travailler 1 mois dans une cantine à passer la serpillière à cuisiner pour je ne sais combien de personnes. Déjà ils vont comprendre 2-3 trucs. Hein. Oh, j'ai un idosquelette, est-ce que ça compte? J'ai un doute. J'ai un doute. Le patron qui te colle dessus quand tu fais tomber une fourchette en plus de ça, oui. Mais voilà, même sans le patron, hein, c'est déjà des trucs qu'ils connaissent pas. Hein. Oui, c'était François Patria, sénateur SOCDEM, qui se prend pour un gauchiste alors que... Bon, voilà quoi. Hein. Bref. Ils ont pas compris qu'ils étaient des travailleurs exploités par la classe capitaliste et qu'ils ont les mêmes intérêts que les emplois manuels. Qui? Les députés, ils sont pas très exploités, hein. Qu'on soit d'accord. Les députés, ils sont pas très exploités, ils sont très exploitants. Parce que les députés, c'est des gens comme Ruffin, qui est patron d'entreprise. Les députés, ça va être des gens comme, par exemple, on avait qui? Oh, on a l'ancien politique, là, qui maintenant est juste patron, qui produit des trucs, des amendes et compagnie. Montebourg, voilà. Ça, c'est le genre de gens qui sont des élus. Hein. Bon, maintenant, Montebourg, je crois qu'il est plus élu, je crois qu'il a plus de mandature. Il est que patron, mais de fait... Tous les élus, ou presque qu'on a, c'est très rare d'avoir des élus qui ne le sont pas, sont des patrons, des petits patrons, sont des gens qui exploitent des gens, ni de près ni de loin. En général, ces gens-là sont des gens qui sont exploités. Oui, Rachel Keke est députée, et après encore une fois, il y a une grande majorité des gens, c'est pas le cas, hein. Une très grande majorité des gens, déjà, vous retirez, franchement, vous retirez ne serait-ce que la LFI des députés. Je serais très curiosité de voir le rapport entre patron et pas patron au niveau des députés qui restent. Si juste on enlève LFI. Et pourtant, même au sein des LFI, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Hein. Clairement, LFI, si on prend Améluche, qui est châtelain, si on prend Ruffin, qui est patron, c'est quand même pas la même chose que l'autre député à côté LFI qui est ancienne femme de chambre, etc. Hein. Y a quand même une grosse différence. Hein. Et surtout, un truc, n'oubliez pas, hein, c'est pas parce que vous pouvez me sortir un token que c'est bon, c'est que en fait ça va. Hein. Un token, ça ne reste que ça ne reste qu'un token. Ça ne reste qu'un contre-exemple. Si la grande majorité, c'est pas le cas, ça montre que justement, bah, c'est pas le cas. Voilà, les contre-exemples sont précisément ce qu'ils sont, des contre-exemples qui montrent la norme. Mais. Et effectivement, bizarrement, à la tête de LFI, c'est le châtelain. C'est pas la femme de chambre. Incroyable. On pourrait même aussi préciser que c'est le mec, pas la meuf. Accessoirement, aussi. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Je reprends la lecture, je sais pas où j'en étais. Quelque part par là. Ici, j'ai retrouvé.
Vantant les vertus de l'autonomie et de l'autocontrôle, considérant que l'industrie est surmanagée et surcontrôlée, les réformateurs managériaux des années 70 recommandaient de stimuler la participation des travailleurs afin d'accroître leur productivité en même temps que leur satisfaction. À l'ancienne stratégie du contrôle, ils opposaient une stratégie de l'engagement, tandis que la première, intensive, entendait pressurer encore les travailleurs en les soumettant à une discipline renforcée. La seconde, extensive, se proposait d'aller puiser dans leur productivité latente. Plusieurs projets pilotes de management participatif virent ainsi le jour aux États-Unis. Si la gauche française eut, pour alimenter ses réflexions sur l'autogestion, l'expérience de l'usine de Lippe, occupée par des ouvriers à Besançon en 1973, les managers américains eurent, quant à eux, pour évaluer les avantages de la participation, le cas de l'usine de croquettes pour chiens de General Foods à Topeka, dans le Kansas, en 1971. C'était le contre-modèle de Lordstone. Les règles y étaient fixées collectivement. L'activité s'organisait en groupes de travail autonomes, des équipes auto-managées rendues responsables de vastes segments de la production. Et on était formel. La productivité augmente lorsque les travailleurs participent aux décisions qui affectent leur vie. L'enrichissement des tâches, résumait le psychologue Frédéric Herzberg, ça paye. Fort de ce constat, on pouvait enfin annoncer la bonne nouvelle. Il y a une congruence heureuse entre la satisfaction des travailleurs et la réalisation des objectifs managériaux. Pour les travailleurs, davantage de satisfaction. Pour le capital, une productivité accrue. En définitive, tout le monde n'y aurait qu'à gagner. Il y avait cependant au moins un groupe social qui estimait avoir quelque chose à y perdre. Le management, qui appréhendait de se voir ainsi dépossédé d'une part importante de ses prérogatives. L'ouvrier militant Bill Watson raconte l'anecdote suivante. Dans l'usine où il travaillait, la direction avait prévu, à la faveur d'une période de chômage technique, un inventaire des stocks planifié pour durer 6 semaines. La tâche avait été confiée à une cinquantaine de travailleurs. Pour gagner du temps, ils bricolèrent un système à eux, un inventaire auto-organisé, qui s'avéra bien plus efficace que la procédure initialement prévue par le management. La direction mit pourtant brutalement fin à cette expérience spontanée, au motif que les canaux légitimes de l'autorité, de la compétence et de la communication avaient été violés. Le management, commente Watson, était prêt à tout pour empêcher les travailleurs d'organiser eux-mêmes leur travail, alors même que cela aurait permis d'achever l'inventaire plus vite, qu'ils rentrent chez eux plus tôt avec moins de salaire à leur verser. Les managers pouvaient donc placer la préservation de leur pouvoir plus haut que de strictes considérations d'efficience économique. Oh, incroyable. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est étonnant. Finalement, ça marche mieux quand on laisse les gens s'autogérer, mais... Que se passe-t-il? Les managers n'aiment pas parce qu'on passe sans eux. Et donc viennent bloquer tout ça, alors même que c'est contre-productif, alors même que ça coûte plus cher. Parce que sinon, ils perdraient du pouvoir. So sad. Incroyable, hein? Je reprends. Mais oui, l'autogestion, c'est sans le bourge, donc il faudrait pas que ça arrive. C'est pas possible. Hein. Quelle idée. Si les tentatives pour introduire une démocratie d'usine n'ont pas abouti, indique de même Business Week, c'est parce que les managers se sont sentis menacés dans leur position par le succès de ces expériences où les travailleurs commençaient à prendre des initiatives en termes de décision. En réalité, estime André Gorz, l'hostilité patronale n'a pas de raison essentiellement technique ou économique. Elle est politique. L'enrichissement des tâches, c'est la fin de l'autorité, du pouvoir despotique des grands et des petits chefs. En somme, une fois que l'on s'engage dans cette voie, où s'arrêtera-t-on? Pouvait-on capter les gains de productivité associés à la participation sans perdre le contrôle, sans enclencher des dynamiques dangereuses? Les réformateurs faisaient le pari que l'on pouvait concéder aux travailleurs un volant d'autonomie limité, sans que cela ne dégénère. D'autres se montraient beaucoup plus sceptiques. Le problème avec l'autonomie, c'est qu'elle supporte mal, une fois accordée, de n'être qu'à demi. On redoutait l'effet domino. Du point de vue patronal, les marges de manœuvre étaient étroites. Quelles étaient les options disponibles? Première stratégie, le statu quo, voire le durcissement des régimes disciplinaires existants, mais ceci au risque d'une intensification des indisciplines et des conflits sociaux, avec les manques à gagner que cela implique. Seconde option, introduire de la participation, promesse d'une convergence harmonieuse vers des intérêts, à la fois moins d'aliénation et plus de productivité, sauf que, sous ce tableau irénique,
On craignait que des formes même limitées d'autonomisation ne fassent entrer le loup dans la bergerie. Voilà le dilemme. Ou bien reconduire un régime disciplinaire que l'on savait être contre-productif, ou bien promouvoir une autonomie qui, bien que factice, pouvait se révéler dangereuse. De sorte que l'on se retrouve dans une impasse. Une autre solution, cependant, se profilait à l'horizon. Merci. J'étais en train de me tâter, j'avoue. J'étais en train de me tâter. Clairement. D'ailleurs, je vois que j'ai une notif, peut-être que vous étiez en train de me demander, est-ce qu'on ferait pas un petit ban? On a Glitch qui est parti faire un dodo. Du coup, je sais pas si tu nous entends, mais bon dodo, Glitch. Ouais, je sais jamais trop non plus, c'est tout le problème justement du Silioning. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas renseigné, qui a du mal à comprendre certaines choses, qui est vraiment, on va dire, dans une certaine forme de naïveté, on va dire, au niveau des questions? Ou est-ce que c'est un comportement de merde, de troll, qui fait exprès de poser des questions à la con pour te faire perdre du temps? C'est pour ça aussi que j'accorde de moins en moins de temps. Au bout d'un moment, quand je vois que ça continue, je laisse le chat un petit peu s'auto-gérer. Hein. L'autogestion, elle est là pour ça, hein, très clairement. Au bout d'un moment, moi j'avance un petit peu dans la lecture, on voulait pas. Je pense que ça peut être les deux, hein. Oui, je pense que ça peut être tout à fait les deux. Hein. Ça peut être tout à fait les deux. Et puis les gens peuvent ne pas faire exprès de faire du Silioning dans le sens où ils n'en ont pas conscience. Ça peut arriver, ça peut arriver. Du coup, fin du chapitre 2. Globalement, bah voilà, le chapitre revenait sur le fait que les penseurs conservateurs, les patrons, le patronat de manière plus généralisée, quoi, étaient arrivés à un constat qui les mettait un petit peu dans la merde, parce qu'ils se rendaient compte que leur manière de faire autoritariste, ça marche pas. Mais s'ils veulent un truc qui est efficace, qui leur donne des thunes, bah il faut laisser les gens décider par eux-mêmes. Sauf que décider par eux-mêmes, ça veut dire qu'ils servent plus à rien. Et ils aiment pas ça. Et ça pourrait remettre en question l'ordre social et c'est pas bien, tout ça, tout ça. Donc il faut essayer de trouver un truc un peu foireux, un peu faux, genre on te fait croire que t'as de la liberté mais en fait t'en as pas. Mais c'est compliqué parce que si tu donnes un petit peu de liberté, bah tu donnes un peu de liberté et peut-être que ça va leur donner des idées, et peut-être qu'ils vont faire des mouvements sociaux, et peut-être qu'ils vont tout péter, et peut-être que tu vas perdre ton pouvoir, et ça fait peur, pauvre patronat, tellement de souffrance pour le patronat. Et donc du coup ils étaient un petit peu le cul entre deux chaises, les pauvres bébés quoi, vraiment en souffrance quoi. D'un côté l'envie d'oppresser, de l'autre côté l'envie de gagner des thunes, et malheureusement on peut pas faire les deux en même temps, c'est compliqué, donc c'était triste, hein. Vraiment très triste la vie de patron dans les années 70. Hein. Que de souffrance, que de souffrance. Ah là là. Donc on arrive au chapitre 3, voilà, boit des larmes de patron en faisant du bruit avec sa paille. Oui. Oui. Très clairement, très complètement. Chapitre 3 donc, insécurité sociale. Pour l'instant ça va. Globalement, je trouve qu'il est très accessible son bouquin, d'ailleurs. Je trouve que c'est très propre. N'hésitez pas à me donner des retours, encore une fois. Hein. Je prends les retours, pour le coup, si vous pensez qu'un truc est pas clair ou quoi. Ou même, au contraire, me confirmer que oui, vous trouvez vous aussi que c'est plutôt accessible et que c'est plutôt agréable. Je prends tous les retours. Ouais, le livre, il se comprend bien. Hein. Bon, après, on sort aussi d'un livre de Lordon. Hein. On a fait 1 mois de lecture sur Lordon. Je pense que ça aussi, ça joue. Très clairement, hein, de ouf. Le fait d'avoir une vraie curiosité et de vrais désaccords est permis, c'est pas incompatible pour autant avoir avec un vrai mépris des opinions des autres, du Silioning et prendre les autres de haut. Ouais, complètement. Grave. Chapitre 3. Insécurité sociale. Quelle raison aurait-il d'avoir peur, sachant que même s'ils étaient réduits aux besoins par leur indolence et leur extravagance, leur ivrognerie et leur vice, ils seraient abondamment ravitaillés aux dépens des autres. Non seulement nourris et blanchis, mais reconduits en leur luxe habituel. Joseph Townsend. Okay. En 1970, un reporter du Wall Street Journal visite une usine. Sur la chaîne, il voit des cheveux longs, des barbes, et aussi parfois épinglés à un t-shirt, un signe de paix. Et puis surtout, des visages jeunes, des yeux pleins de curiosité, des yeux qui ont vu la contestation se répandre dans le pays. Il scrute ces regards, qui le surprennent, et il conclut, ils n'ont pas l'air d'avoir peur. Là était, pour le patronat, le principal problème. Cette intrépidité nouvelle, d'où vient-elle ? Cette jeunesse ne connaît rien des dures réalités économiques de la période antérieure. Auparavant, même quand on n'avait pas vécu des années noires de la crise de 1929, on avait entendu parler dans les familles.
mais cette mémoire sociale, théorisent certains, a fini par se tarir. Cela a pris longtemps, 2 générations, avant que la motivation par la peur économique ne s'estompe. Les travailleurs actuels, qui n'ont jamais fait l'expérience du besoin ou de la peur, ou même de l'insécurité économique, savent bien au fond que, quoi qu'il arrive, la politique publique ne les laissera pas mourir de faim. Rebonjour Fini Dodo, j'espère que ça va bien du coup, que t'as fait du bien le dodo. Lordon, je me demande s'il fait pas exprès d'écrire des trucs compliqués pour garder les gens loin de ses livres. Oui, je pense qu'il y a une partie non négligeable dans Lordon, dans le fait de faire exprès d'avoir un langage, pas que dans les livres, hein, dans ses discours aussi, qui soit vraiment très complet, parce que justement, ça lui permet d'avoir ce vernis de « Oh, quel grand penseur », mais que finalement, on se penche pas beaucoup sur ce qu'il dit. Parce que c'est compliqué, parce que c'est chiant, parce qu'il utilise plein de termes qui sont pas usuels, parce qu'il utilise plein de trucs qui font que ça te complique la compréhension, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un vrai travail, et je pense conscient de sa part, de compliquer ce qu'il dit. Vraiment, hein, ça ne m'étonnerait pas, ça ne m'étonnerait pas. Aussi bien, encore une fois, dans les interviews que dans ses livres. Parce que il veut pas faire de vulgarisation, il veut pas que tu comprennes ce qu'il dit. Il veut que tu lui accordes le crédit qu'il sait ce qu'il dit. Et c'est pas tout à fait pareil. Il n'a pas envie que tu puisses faire tes propres théories. Il n'a pas envie que tu puisses faire ta propre réflexion. Un Lordon, ce qu'il veut, c'est que tu dises « Tu as raison, Lordon. Tu es un gros cerveau, Lordon. Merci, Lordon. Je vais t'écouter, Lordon. » C'est ça qu'il souhaite. Et si tu fais un langage qui est trop clair, si tu fais des écrits qui sont trop faciles à comprendre, le problème, c'est que on va pouvoir l'analyser, on va pouvoir le critiquer, on va pouvoir faire nous-mêmes. Ça c'est pas à son avantage. C'est pas ce qu'il veut. Enfin, je pense pas que ça soit ce qu'il veut. Peut-être parce que lui, contrairement à d'autres, cherche à se faire comprendre hors de ses publications universitaires, plus qu'à trier une élite de lecteurs à travers le niveau du langage pratiqué. Oui, mais je vois que Sansai, qui est dans le même move que Dystopic, hein. Oui. Allez, on continue. J'en étais ici. La raison fondamentale de nos difficultés actuelles avec la main-d'œuvre, résumé un dirigeant de Ford, Malcolm Denise, tient à ceci. Il y a chez les employés un affaiblissement général de la tolérance à la frustration. Cette idée qu'il existe des niveaux variables de tolérance à la frustration provenait de la psychologie du comportement. À la fin des années 30, des chercheurs américains avaient mené des expériences sur des chimpanzés, d'où il ressortait que les individus ayant peu fait l'expérience de la frustration au début de leur vie développent un niveau de tolérance à la frustration insuffisant pour faire face aux frustrations ultérieures. Ces psychologues ont conclué que la tâche cardinale d'une éducation bien comprise n'était pas tant de faire s'épanouir le jeune sujet que de construire sa tolérance à la frustration par la discipline. L'explication de cette théorie de Père Fouettard, donner des comportements déviants, était à l'avenant. Un individu indiscipliné était un sujet dont le niveau de tolérance à la frustration était pathologiquement bas. Pour l'en guérir, il faut lui apprendre à céder. Céder sur son désir. La rééducation ou la psychothérapie est un des processus de construction de la tolérance à la frustration qui permet aux patients de faire l'expérience de petites doses tolérables de frustration jusqu'à ce que la résistance soit graduellement développée et que les zones de faible tolérance à la frustration disparaissent. Et bonjour. Ça va pas toi? Mauvaise journée? D'accord. Oui, c'est pas exceptionnel, hein. Clairement, le travail de ces gens-là, concrètement, ça consiste, comme ça a été dit, hein, c'est pas à travailler à faire s'épanouir les gens, non, c'est à apprendre aux gens à fermer leur gueule et obéir. Ne soyez pas heureux, on s'en fout, on veut que vous fassiez du pognon, on veut que vous soyez obéissants. Et du coup, c'est là où, encore une fois, vous voyez un petit point un peu anti-psychiatrique qui apparaît, hein, et qui est à peine déguisé. Parce que on vient psychiatriser les gens qui ne supportent pas l'injustice. On vient psychiatriser les gens qui n'acceptent pas d'être utilisés. On vient psychiatriser et donc considérer comme malades, comme défectueux, comme devant être réparés, comme devant être soignés, les gens qui n'acceptent pas une société qui est destructrice. Ce qui est quand même intéressant, non? C'est quand même un petit peu rigolo. L'utilisation ainsi de cet appareil médical, de cet appareil, on va dire, psychiatrique, hein, pour tout simplement continuer à faire fonctionner la société telle qu'elle fonctionne jusqu'à présent, à la garantir dans le temps. C'est très clairement tous les propos qu'il y a dans l'antipsychiatrie, c'est de dire justement, mais le modèle psychiatrique, l'utilisation de la psychiatrie dans nos sociétés n'est pas un outil, n'est pas un vecteur de soins ou je ne sais quoi.
c'est un vecteur surtout des éléments validés de nos sociétés qui doivent être pérennisés pour continuer à faire fonctionner cette société qui pourtant est hautement dysfonctionnelle à plein de niveaux, qui détruit les gens, etc. La psychiatrie n'est finalement là que pour vous forcer à rentrer dans le bain et à ne pas poser de questions, ne pas remettre en question. Et ça, c'est assez intéressant de voir que déjà, c'était le cas il y a 100 ans en arrière, quoi. Très clairement. Très clairement. Je continue, évidemment, la lecture. On m'a sorti la psychose des punaises de lit il y a pas longtemps parce que je me renseignais sur le sujet à l'aide. Je sais pas ce que c'est, qu'est-ce que quoi? La psychose des punaises de lit, autant. Tu fais référence à quoi? Parce que pour moi, les punaises de lit, c'est un vrai problème qui existe du fait que, notamment, on a une société qui est extrêmement connectée avec énormément de biosphères différentes, et donc on sort des animaux de leur milieu naturel et qu'ils n'ont pas de prédateurs, etc., que tout est dérégulé, que c'est une merde innommable et tout ça. À genre s'inquiéter des punaises de lit, c'est une psychose. Ouais. Je vais continuer à lire. Je vais continuer à lire. J'ai peut-être une solution, j'avais pas besoin de ce genre de stress, je vais gêner des gens, je déteste ça. Pourquoi? Ah, ton train, t'as un train qui s'est annulé, c'est ça? J'espère que ça va gérer quand même, que tu vas réussir à te débrouiller pour ça, Nils. Je reprends la lecture. Appliquez cette grille de lecture aux révoltes ouvrières, revenez à les présenter comme des manifestations d'immaturité psychique, comme des caprices d'enfants gâtés. Considérez que le problème résidait dans la trop faible tolérance des sujets à la frustration, revenez à nier que la question pertinente soit celle de la grande... M'a fait peur, Pépette, tu t'es levé d'un coup. Ma pupuche. Tu t'étais endormi, tu t'es réveillé d'un coup. Excusez-moi, il y a le chat qui a bougé d'un coup juste à côté de moi et ça m'a pris par surprise. Petite Pépette. Oh ma fille. Oh oui, hein. Oh, tu es la plus belle, hein. Oh, que tu es la plus belle. Oh, ça se réveille, hein. Oh là là. Tu veux que je t'apporte ta fille? Non. Hop. Pardon, je reprends. On est à 47 minutes de VOD. Quand on coupera la VOD, je pense que je couperai le live, hein, parce que mine de rien, on aura fait une belle journée encore. Je reprends où j'en suis. C'était où? Ah oui, c'était les patrons qui disent « Ah, les gens sont des bébés, ouin 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 ». Que je trouve comique. D'ailleurs, ça c'est aussi une rhétorique qui est toujours là, hein, qui est toujours d'actualité. Hein. Ce comportement de la part des patrons, globalement des puissants, hein, de venir dire aux gens « Ah, mais regardez, vous êtes des bébés parce que vous pouvez pas accepter la réalité. » Alors que nous faisons preuve de rationalité, nous acceptons la réalité, patati patata. Alors qu'en vrai, ceux qui veulent pas accepter la réalité qu'on a une société qui est complètement pétée, qui est ultra oppressive, qui s'attaque à plein de gens, qui détruit les écosystèmes, qui détruit les gens en général, etc., qui n'a pas de sens, seraient eux des enfants gâtés qui ne comprennent pas. Je trouve ça quand même très drôle. Enfin vraiment, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est vraiment... Je vais faire un autre parallèle. Vous savez, le podcast qu'on a écouté il y a quelques jours avec quelqu'un qui disait des contre-vérités complètement éclatées en disant « Oui, vous avez vu, il y a des gens, ils comprennent pas les sciences et du coup ils disent des trucs qui sont complètement faux et qui juste derrière, alors qu'elle disait que des trucs éclatés qui n'étaient pas du tout vrais, qui étaient sortis de sa tête. Alors elle nous disait oui, moi je fais des tests qui sont très solides, donc en fait j'adapte le test à la personne. Donc déjà en fait tu fais pas des tests solides puisque tu fais un test à chaque fois en fonction de la personne différente. Donc bref, voilà. Et qui derrière vient te dire non, mais pensez quand même à prendre le temps de prendre du recul, d'analyser vos actions, de voir si vous n'avez pas des biais, alors qu'elle te lâchait des trucs effroyables tout le long, quoi. Vraiment, c'est les plus mal lotis, hein. Ceux qui viennent avec ce genre de conseils, c'est phénoménal. Hein. Phénoménal. C'est phénoménal. Bref, je reprends. Considérez que le problème résidait dans la trop faible tolérance des sujets à la frustration. Revenez à nier que la question pertinente soit celle de la trop grande insatisfaction qu'un travail aliénant inflige. Les travailleurs, disait-on en somme, sont devenus trop douillés. L'absentéisme, assurait un dirigeant de General Motors, ne résulte pas de la monotonie du travail, mais de la prospérité économique de la nation, du haut degré de sécurité et de nombreux avantages sociaux fournis par l'industrie. La réproblématisation allait bon train.
Plutôt qu'aux moyens de remédier aux blues d'école bleue, ont conseillé de s'intéresser aux conditions sociales avantageuses que leur offrait le luxe de se montrer si effrontés. Le problème n'est pas que le travail est trop dur, c'est que la société est trop molle. Ah là 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 là. Quel beau niveau, hein. Quel gros niveau. Gros niveau. Ah. Quelqu'un qui s'est fait ban. Je sais même pas si on l'a vu sur le live, cette personne-là. Pour faire bosser des gens, il faut que leur société leur passe l'envie de sortir de leur taf. Ouais, non mais c'est même pire que ça, parce qu'au départ, ils parlent littéralement de rhétorique de la peur. Les gens... Il vient de passer chez Alia. D'accord, ok, merci. C'est littéralement, au début ça a été dit, la rhétorique de la peur. Les gens n'ont plus peur. Avant, les gens avaient peur. C'est même pas, il faut que les gens n'aient pas envie de quitter leur taf. Non, non. Il faut que les gens aient peur. Il faut que les gens, s'ils protestent, ils savent qu'ils vont mourir. Ils savent qu'ils vont crever de famine. Et là, ils ont plus peur, donc ils osent l'ouvrir. C'est pas bien. Vraiment, la rhétorique du patronat, et qui vient te dire derrière, mais le fait qu'ils aient plus cette peur pour leur survie, là, ah là là, ça en fait des enfants gâtés. Pardon, quoi. Le jour où un de ses patrons, il a peur, réellement peur de crever de faim, on va rigoler, hein, s'ils vont trouver que c'est un comportement de gamin, quoi. On va rigoler, hein. Sans déconner. Je reprends. Dès la fin des années 1960, bien avant donc le fameux choc pétrolier de 1973, qui sert souvent de césure historique, le taux de profit commence à chuter aux États-Unis. Les milieux d'affaires le savent et s'en inquiètent. Comment expliquer la dégringolade ? La presse économique mainstream bricole assez vite une théorie ou plutôt une idéologie de la crise de profitabilité. En mars 1969, Fortune rapporte une contraction des profits. En juillet, le magazine a trouvé le coupable. La hausse du coût du travail, elle-même alimentée par la combativité ouvrière. Dans un contexte d'inflation galopante, face à la hausse des prix, les syndicats parviennent encore à négocier des augmentations de salaire. Dans le même temps, la productivité du travail, qui progressait auparavant à un rythme soutenu, marque le pas. Si les profits déclinent, prêtons temps, c'est uniquement du fait de ces deux phénomènes combinés. Tandis que les salaires augmentent sous la pression des luttes, la hausse du coût du travail n'est plus compensée par une croissance suffisamment énergique, voire la productivité. Or, si la productivité commence à se tasser, c'est parce que certaines motivations, l'esprit et la peur ont quitté les producteurs. On peut donc s'attendre à ce que l'inflation que nous connaissons persiste. Ah là 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 là. Le concept d'enfant gâté demanderait à être beaucoup discuté lui aussi, soit dit en passant, parce qu'il relève des mêmes procédés complètement. Complètement. Oui, il y a un gros agisme dégueulasse derrière. Enfin, il y a du contrôle social à balle derrière en fait. Et oui, il y a de quoi en parler en long en large. D'ailleurs, je tiens à le préciser, tout ce qui est écrit comme enfant gâté, etc., ce sont les propos rapportés par différentes personnes. Hein. Je vous le fais pas à chaque fois parce que énormément de passages du livre, en tout cas pour l'instant, sont des passages rapportés de différents auteurs, autrices, alors principalement des auteurs en vrai, et de patrons, etc. Donc sachez que en l'occurrence, on peut aussi comprendre peut-être ça, c'est que ça vient de patrons. C'est des discours du patronat. Du patronat et de chercheurs validés par le patronat, etc. De chercheurs plutôt conservateurs. Il peut du coup assez facilement expliquer pourquoi on a ce genre de propos discutables, dirons-nous. Hein? Ouais? Ouais? On a du pain? Non, c'est pas grave. T'inquiète pas. T'en veux toi ou pas? Non, je mangerai le riz et grédou, s'il te plaît. Ça bien. Oui, ou j'irai moi si tu veux. Je reprends. Du coup. Ça fait penser à des discours de Bourges qu'on entendait dans Striptease. Ouais, complètement. Complètement. J'en étais où? J'en étais là. Les débats sur les causes du profit squeeze, de l'étranglement des profits, ont divisé les économistes. Les keynésiens, comme à leur habitude, mettaient en avant la faiblesse de la demande, phénomène de sous-consommation.
Certains marxistes reprenaient étrangement à leur compte la théorie des éditorialistes de Fortune, tandis que d'autres formulaient des explications alternatives. Quel qu'ait été cependant le facteur déterminant de la chute du taux de profit, force de la classe ouvrière, Body et Crotty, suraccumulation, Sweezy, compétition internationale accrue et effet sur les prix, Brunner, une chose est sûre, la solution à la crise était, comme on va le voir, d'attaquer le travail. La théorie dominante de la crise, appelons-la la théorie du rapport de force, incriminait une situation socio-économique trop propice aux travailleurs et à leur lutte. Au-deçà des considérations psychologiques, elle l'attribuait à 3 facteurs principaux. 1. L'engagement keynésien au maintien du plein emploi. 2. Les dispositifs de protection sociale de l'État-providence. 3. La puissance des syndicats. Si l'on voulait renverser la tendance, plus aucun de ces piliers ne devait rester debout. De fait, jusqu'au premier tiers des années 70, le marché du travail avait connu aux États-Unis une situation de quasi plein emploi. Dans ce contexte, la menace suprême dont un patron dispose, le licenciement, n'est pas perçue comme terrible. Il nous suffisait, se souvient un Teamster de Détroit, de nous présenter quelque part pour trouver du boulot, dans n'importe quel entrepôt ou n'importe quel dock. On s'en fichait si on était viré. D'où aussi la capacité à dire non. Une liberté, une force dont on s'inquiète en face. Dans un pays où le gouvernement est formellement tenu de maintenir le plein emploi, quelles forces, demande en 1970 Business Week, vont bien pouvoir endiguer les revendications des travailleurs, au demeurant parfaitement naturel, d'obtenir plus d'argent et davantage de pouvoir? S'il est vrai que l'indiscipline ouvrière est fille du plein emploi, se dit-on dans les milieux d'affaires, alors il va sérieusement falloir songer à en finir. C'est tellement... Voilà, bref. L'emploi de masse n'est pas une option politiquement viable. En clair, ce dont ce pays a besoin pour mater cette bande décervelée, c'est une bonne dépression, écrit au début des années 70 un chroniqueur économique qui s'autorise d'autant plus la provocation qu'il signe ses textes d'un nom d'emprunt, un pseudonyme révélateur, Adam Smith. Oh, incroyable. Surprise, mais en fait non. Pas surprise. Lorsque le cycle spontané des crises du capitalisme n'offre pas ce genre d'opportunité, on peut toujours s'efforcer de le faire advenir artificiellement soi-même. Et ce fut fait, en attendant mieux. Entre 69 et 70, l'administration Nixon provoqua une brève récession afin de refroidir l'économie. Un euphémisme pour remettre les travailleurs à leur place. En août 71, elle annonça un contrôle des prix et des salaires. L'objectif du gel des salaires, confia l'un des conseillers de la Maison-Blanche, était de zapper le travail. Et c'est ce que nous avons fait. Cette politique commençant à porter ses fruits, un rédacteur de Fortune entrevoyait, enfin, en 71, des raisons d'espérer. Si la hausse du chômage devait se confirmer, le travail pourrait très vite changer d'attitude. Le travail pourrait très vite changer d'attitude. Travailleur peut-être, je sais pas, ça me semble bizarre, mais ok. Car il faut savoir que même un petit nombre de licenciements peut avoir un effet spectaculaire pour calmer les ardeurs des contestataires. Tant qu'existent cependant des dispositifs de protection sociale, la menace du chômage ne peut jouer son rôle à plein, étant donné que l'existence d'allocations chômage réduit la pénalité associée au fait d'être licencié. Publiquement, cependant, l'attaque contre la protection sociale fut justifiée par un autre discours. Des idéologues néo-conservateurs, George Gilder en première ligne, élaborent une rhétorique anti-welfare stigmatisant la culture de la pauvreté. Les pauvres doivent travailler dur, ils doivent travailler plus dur que les classes situées au-dessus d'eux, mais les pauvres d'aujourd'hui refusent de travailler dur. Or, si les pauvres optent pour l'activité, ce n'est pas par faiblesse morale, mais parce qu'on les paye pour cela. Pour Gilder, l'État-providence représenterait un danger moral, civilisationnel même. En instituant des modes de subsistance de secours, l'État social dispense les plus démunis de se plier entièrement à des impératifs de marché présentés comme de puissants aiguillons à la vertu. Ainsi, les allocations chômage incitent-elles à la paresse, le droit à la retraite dissout-il le devoir filial envers les anciens, les aides aux handicapés magnifient-elles les défauts physiques superficiels, etc., etc., etc. Ça donne envie, hein? Ouh, ça donne envie. Tu peux pas me... Bon bah le chat, attendez. C'est le moment chat. D'accord, très bien. Le chat balade. Non, tu restes sur mes jambes? Bon bah j'ai un chat sur les jambes maintenant. Ah, non, le chat repart. Bon, l'alerte demi-plante, hein, malheureusement, je suis désolé, comme souvent. Hein. C'est intéressant hein, de voir vraiment ce discours qui apparaît donc dès les années 70 en mode « Ah là là, si vous faites des aides sociales, vous les poussez à ne rien faire, que c'est pas bien, oh là 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 ».
Comme quoi, c'est un vieux discours, hein. La cam a planté. Ah oui, elle a touché le câble. Attendez. Excusez-moi, elle a touché le câble. Je vous réactive ça. Hop, hop. Yo. Je suis de retour. Merci du coup pour le retour. Je continue et je reprends. Ça fait 1 heure, je vais pas trop tarder à couper du coup. C'était le grand retour d'anciennes doctrines. En 1786, dans sa fameuse dissertation sur les lois sur les pauvres, le Britannique Joseph Townsend s'opposait avec des arguments similaires aux mesures d'assistance qui avaient le tort, à ses yeux, et remplissant les panses de nécessiteux, d'étouffer en eux ce stimulant si précieux qui est pourtant la faim. Pour pousser les pauvres à travailler, nul besoin de les y contraindre par la loi. Cela donne trop de peine, exige trop de violence et faire trop de bruit. La faim, elle, au contraire, est non seulement une pression paisible, silencieuse, incessante, mais étant le mobile le plus naturel du travail de l'industrie, elle provoque aussi les efforts les plus puissants. L'esclave, lui, doit être forcé à travailler, tandis que l'homme libre doit être laissé à son propre jugement et à sa discrétion. Précieux document pour une généalogie de la morale libérale, où l'on apprend que sa conception de la liberté présuppose le couperet de la misère, que la destruction des formes instituées de solidarité sociale était la condition d'émergence pour la figure du travailleur volontaire. Les riches aiment beaucoup infantiliser les pauvres et expliquer à quel point une population fainéante est un fléau tout en vivant de leur rente. Mais oui, quel enfer quoi, quel enfer, c'est insupportable, insupportable. Dans l'après-guerre, cependant, on avait sincèrement pu croire ces anciens schémas révolus. Si, dans les phases antérieures du capitalisme, l'insécurité sociale avait pu être considérée comme étant utile, car elle poussait les gens à travailler de leur mieux et le plus efficacement possible, en revanche, à l'ère de l'opulence, estimait Galbraith en 1959, il est devenu clair qu'un niveau élevé de sécurité est essentiel à une production maximum. Les allocations chômage, par exemple, loin d'entraîner un relâchement d'activité, jouent à l'évidence un rôle essentiel pour stabiliser l'économie en soutenant la demande. Or, à la faveur d'un nouveau mouvement de balancier, c'est ce consensus qui est remis en cause au début des années 70. Ce à quoi certains entendent alors revenir, c'est à des sociétés de l'insécurité sociale. Les politiques gouvernementales de plein emploi, écrit en 71 Gilbert Burke dans Fortune, ont pratiquement éteint les vieilles peurs de se retrouver sans emploi pour de longues périodes. La réassurance chômage, combinée aux autres amortisseurs mis en place par une société bien intentionnée, encourage les grèves, permettent aux grévistes de jouir d'un confort relatif en attendant que l'employeur capitule. D'où le programme démanteler ces amortisseurs, afin de raviver ces vieilles peurs qu'ils avaient fini par étouffer. Ah là 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 là, c'est rigolo, hein. C'est rigolo, ça donne envie, hein, tout ce petit travail, hein, d'aller chercher les propos par ces économistes, par ces patrons, hein, c'est assez révélateur, hein. C'est assez révélateur, étonnamment. Comment discipliner les travailleurs ? La première option était, on l'a vu, d'exacerber le pouvoir disciplinaire, au risque de contre-effets. La seconde, celle que proposaient les réformateurs managériaux, consistait à introduire des formes de participation à des fins d'autodiscipline. Les initiatives managériales pour humaniser le travail, analyse Stéphane Marglin, se conçoivent en général comme une réponse à l'accroissement des coûts de la main-d'œuvre liés à l'indiscipline, elle-même due à la prospérité. Mais ce genre de beau projet dépérit dès que le chômage redevient d'actualité. Une troisième perspective apparaît alors. Pour discipliner au-dedans, laisser jouer à plein la sécurité économique et sociale au-dehors. Si les gens continuent à travailler dans des conditions que pourtant ils détestent, explique l'ouvrier militant John Lipper à la fin des années 70, à un moment où le retournement de la conjoncture se fait déjà sentir, ce n'est pas à cause du contrôle interne que la compagnie aurait sur les travailleurs. Le contrôle est davantage externe. Les privations économiques seraient déjà trop sévères si les travailleurs faisaient ce que leur instinct leur intime, quitter cet endroit pour ne jamais y remettre les pieds. La discipline ne s'impose pas de la même façon dans des institutions fermées, celles que l'on ne peut quitter que par évasion, du type de prison, et dans des institutions ouvertes, celles dont on peut toujours démissionner, du type entreprise. Dans la première, la discipline règne en vase clos, en empêchant les sujets de partir. Dans les secondes, elle fonctionne au contraire en les menaçant de les expulser forcés. D'un côté, l'enfermement, de l'autre, le licenciement. Dans les institutions, que les sujets sont libres de quitter, les rigueurs du pouvoir disciplinaire interne ne peuvent pas subir à obtenir leur docilité. Cela requiert, en outre, à défaut d'une motivation positive suffisante, l'incitation négative d'effets disciplinants externes. La notion se dédouble. Il n'y a pas une seule discipline, mais au moins deux. Un pouvoir disciplinaire au-dedans, une pression disciplinaire
au dehors, dans un schéma où l'intensité de la seconde détermine le degré de la soumission tendancielle au premier. Les générations qui sont nées après 73, celles qui ont grandi à l'ère de la crise perpétuelle, ont intériorisé l'une après l'autre l'idée que chacune vivrait globalement moins bien que la précédente. Elles ont réappris à avoir peur. Un retournement historique qui pourrait aussi se lire comme une sorte de psychothérapie de groupe, cette rééducation de masse à la tolérance, à la frustration. Et fin du chapitre 3, et du coup je couperai là-dessus. Donc c'est assez intéressant, hein, clairement. Très clairement, je trouve que c'est plutôt pas mal intéressant parce que ça remet bien les choses à plat, grosso merdo. Ça met bien à plat le fait que le patronat a bien conscience d'un certain nombre de choses et joue exprès, et notamment politiquement parlant, sur le fait de complètement détruire en fait de bonnes conditions et sciemment, c'est voulu. Voir justement les ouvriers dans de bonnes conditions fait qu'ils voient qu'ils peuvent penser, qu'ils peuvent réfléchir, qu'ils peuvent prendre le temps d'élaborer, etc. Ça leur convient pas, donc sciemment, ils choisissent de détruire, sciemment, ils choisissent de mettre des crises économiques, sciemment, ils choisissent de empêcher le plein emploi, etc., etc., etc. Parce que ce qu'ils veulent, c'est pas que les gens soient bien, qu'on ait une belle société fonctionnelle de plein emploi, machin truc. Non, ce qu'ils veulent, c'est garder leur position de pouvoir. Quitte à ce que ça leur coûte, quitte à ce qu'ils perdent de l'argent, ils veulent surtout avant et contre tout ne pas perdre leur position de pouvoir. Et on revoit encore une fois cette notion d'antipsychiatrie qui apparaît, puisque on remet encore une fois le fait que on va utiliser la psychiatrisation, dire que les jeunes sont déficients, que les jeunes sont des enfants qui n'ont pas appris, qu'ils osent se rebeller parce que justement ils ne sont pas matures, contrairement aux patrons qui eux sont matures, qui ont de la réflexion, qui savent avec toute la rationalité, parce qu'ils sont des individus complets, eux les patrons, les politiques. Mais les travailleurs, eux, ne sont pas, voyons, des individus complets. Quelle bande d'enfoirés, ces petits jeunes, n'est-ce pas ? Et on peut appliquer ça à l'inflation actuelle, mais à globalement tout depuis les années 70, en fait. C'est une courbe d'évolution qui aujourd'hui n'a pas changé. Le néolibéralisme, c'est ça. Là, ce qu'on est en train d'étudier, c'est comment est-ce que le modèle actuel s'est mis en place. Donc, évidemment, ce qui a servi à l'époque peut toujours en partie servir aujourd'hui. Si aujourd'hui vous avez tout un tas de discriminations, de violences qui sont faites dans le monde du travail et du fait qu'on ne fait pas du tout de plein emploi, qu'il y a plein de trucs, plein de freins à plein de niveaux, c'est pas sans raison. Si on met des gens sur le carreau, c'est pas sans raison. Si on utilise la psychiatrisation à balles, c'est pas sans raison. On utilise tout ça parce que ça permet de maintenir cet état de peur, entre autres choses, comme levier pour forcer les gens à rentrer dans le rang et à pas se plaindre. Et c'est assez effroyable. C'est assez effroyable. Bon, Emmanuel, sur ce je vais couper la VOD, petite fougère de YouTube, j'espère que tu as apprécié tout de même cette VOD, quelques digressions bien sûr, mais on a fait 2 chapitres aujourd'hui, on a avancé, c'est bien. Des bisous, à tantôt, ciao ciao ciao.